Donc le sujet qui m'a été donné de traiter, c'est ordre ou désordre mondial par rapport à l'état de la planète. Il faudrait peut-être déjà définir ce qu'est l'ordre mondial ou ce qu'est le désordre mondial. Et effectivement, quand on regarde l'actualité internationale, des événements en Ukraine à ce qui se passe aujourd'hui à Mossoul, sans parler de nombreux conflits oubliés, le Sud-Soudan ou la République démocratique du Congo, on n'a pas le sentiment qu'il y a un ordre mondial, mais on a le sentiment qu'il y a des désordres multiples un peu partout qui agitent la planète. Mais ces désordres font partie d'un ordre. L'ordre mondial, c'est la façon dont sont structurées les relations internationales, et le monde dans lequel vous vivez est un monde qui, en fait, est en recomposition. Recomposition à la fois lente et en même temps brûlante, parce qu'il n'y a pas réellement de système de sécurité collective, il n'y a pas, ou très rarement, d'accord entre les différentes puissances pour savoir comment gérer les défis qui se posent à la collectivité mondiale, à l'humanité. Il y a bien une planète sur laquelle les habitants d'un village mondial habitent ensemble, mais ce village mondial qui est la planète aujourd'hui, dans la mesure où tout le monde sait tout sur tout, où il y a des icônes du village mondial que tout le monde connaît, que l'on sait à peu près tout ce qui se passe plus ou moins, qu'en tous les cas on ne peut plus cacher trop longtemps et à tout le monde des événements importants. Mais en même temps, s'il y a bien un village global, il n'y a pas de maire de ce village global, parce qu'il n'y a pas de paix impériale qui serait assurée par les États-Unis, et il n'y a pas non plus de conseil municipal mondial, parce qu'il n'y a pas un accord sur la façon dont doit être géré ce village. Vient d'entrer en fonction, enfin vient d'être désigné et entrera en fonction le 1er janvier de l'an prochain Antonio Guterres comme secrétaire général de l'ONU. Il faut s'en féliciter parce que c'est un homme à la fois qui a des valeurs, qui est charismatique, qui est active et qui sera moins prisonnier que son prédécesseur, l'actuel secrétaire général Ban Ki-moon, des desiderata des membres permanents du Conseil de sécurité, mais néanmoins, le secrétaire général de l'ONU n'est pas le patron de l'ONU, il doit faire face aux différents membres permanents, même s'il peut avoir des marges de manœuvre, et en tous les cas, il n'a pas les pleins pouvoirs. Donc il n'y a pas vraiment une autorité qui puisse imposer un ordre, qu'il soit d'ailleurs juste ou injuste, au reste de la planète. Mais néanmoins, il y a un ordre au sens où la planète fonctionne. Et cet ordre, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, il est en voie de recomposition parce que sur les décombres du monde bipolaire qui s'est effondré il y a un peu plus de 25 ans, sur une période un peu plus longue que la seule nuit du 9 au 10 novembre 89, eh bien, on est toujours en train de reconstruire ce monde et que plusieurs occasions historiques ont été manquées, qui n'ont pas été saisies par les différents protagonistes, d'où effectivement un sentiment d'inachevé, un goût un peu de désillusion par rapport à ce qui semble être une impuissance collective pour résoudre les grands conflits. Le conflit syrien en Syrie est bien sûr dans tous les esprits, il n'est hélas pas le seul, même si on le verra par la suite, il y a néanmoins, et on peut s'en féliciter, moins de conflits aujourd'hui qu'il y a une trentaine d'années. Qu'est-ce que l'ordre mondial? Donc, quand vous entendez la télévision, les radios, vous ouvrez les journaux, on parle souvent et de façon récurrente de révolutions stratégiques ou d'événements qui nous feraient rentrer dans un monde nouveau. Si je prends par exemple ce qui se passe à Mossoul en ce moment, peut-être que d'ici quelques jours ou quelques semaines, très certainement en tous les cas, seule la date n'est pas certaine, Mossoul sera repris par les forces alliées sur Daesh, sur l'État islamique. Donc ça sera un événement important parce que ça sera une défaite pour Daesh et donc une victoire pour les alliés de la coalition anti-Daesh dans leur diversité. Et ça sera effectivement un pas supplémentaire dans la lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'il s'agit d'une révolution? Non. Ça sera un élément, ça sera une étape, parce que même quand Mossoul sera reprise par les forces coalisées, Daesh ne sera pas détruit. Et même quand, si quelque temps plus tard, Raqqa était à son tour reprise, donc l'autre capitale en territoire syrien de Daesh, Mossoul se situant en Irak, si tout le territoire aux confins de la Syrie et de l'Irak, sur lequel Daesh étend son emprise territoriale aujourd'hui, était repris par les différentes forces coalisées, eh bien, néanmoins, Daesh ne serait pas vaincu parce qu'il pourrait construire un cyber-territoire où il pourrait continuer à commettre des attentats un peu partout. Et d'ailleurs, historiquement, on voit que c'est quand une organisation terroriste commence à subir des défaites
qu'elle est souvent la plus violente parce que, dans une sorte de spasme ultime, elle commet les coups les plus graves par rapport à ses adversaires. Donc la prise de Mossoul serait un événement important, ça ne serait en rien une révolution stratégique, ça ne serait en rien un changement de l'ordre mondial, parce que ni Daesh ni le terrorisme n'auraient pris fin. Et quand bien même d'ailleurs le terrorisme prendrait fin, ça serait une étape, mais le terrorisme n'est pas, c'est un facteur important, c'est un facteur qui façonne les médias, les responsables politiques, à mon avis d'ailleurs de façon excessive, parce que quelque part on tombe dans le piège qui nous est tendu par les terroristes en leur donnant autant d'importance. Peut-être qu'on pourrait y revenir soit plus tard dans la conférence, soit dans le jeu des questions-réponses, mais en tous les cas, le terrorisme n'a pas fait rentrer le monde dans une étape nouvelle. Lorsqu'il y a eu les terribles attentats du 11 septembre 2001, le monde n'est pas rentré dans une phase nouvelle en tant qu'ordre mondial. Vous étiez encore très jeune à ce moment, enfin à peine au sortir de l'enfance, mais j'imagine que pour ceux qui devaient avoir quelques années, vous avez quand même quelque part la mémoire du 11 septembre, mais il ne faut pas confondre le choc émotionnel qu'a été le 11 septembre, peut-être encore plus pour les générations ultérieures, enfin antérieures, que pour la vôtre. Tout le monde a dans la rétine les vues du World Trade Center et des avions qui s'encastrent dans les deux tours, mais l'ordre mondial n'a pas été changé parce que si ce jour-là les États-Unis ont été attaqués très durement, s'ils ont été touchés comme jamais ils ne l'ont été au cours de leur histoire, parce que protégés par deux océans et des voisins beaucoup plus faibles qu'eux, canadiens ou mexicains, les États-Unis n'ont jamais connu une guerre extérieure. Ils ont connu une guerre civile, mais ils n'ont pas connu une guerre extérieure sur leur territoire. Et là, pour la première fois, ils étaient frappés. La comparaison trop rapide qui a été faite avec Pearl Harbor étant injustifiée, dans la mesure où Pearl Harbor n'est pas le territoire continental américain, contrairement à New York, le Pentagone ou la Pennsylvanie. Donc oui, les États-Unis ont été atteints comme jamais ils ne l'avaient été historiquement, au cœur de leur puissance même, au cœur de leur puissance symbolique et réelle, mais en même temps, leur poids réel dans le monde n'a en rien été affecté par le 11 septembre. L'économie américaine, la bourse de New York s'est effondrée, mais toutes les bourses du monde se sont effondrées le 11 septembre et toutes ont récupéré en quelques mois leur niveau antérieur. Le PIB américain n'a pas été affecté par le 11 septembre. Il n'y a pas eu une diminution du PIB américain. Le PIB russe a diminué de moitié entre 1991 et 2000. Le PIB américain n'a pas diminué au cours de l'année 2001. Et la puissance économique, militaire, technologique et, je dirais, culturelle, le soft power américain, n'a en rien été impacté par le 11 septembre. Si aujourd'hui les États-Unis sont moins puissants qu'ils ne l'étaient le 10 septembre, ce n'est pas lié aux attentats du 11 septembre, c'est lié à deux autres phénomènes. C'est lié d'abord à la réponse inepte que George Bush a mis par rapport au septembre. Nul ne l'obligeait à faire la guerre d'Irak et la guerre d'Afghanistan, qui effectivement ont été financièrement et en termes d'image coûteuses pour les États-Unis. Si les élections de 2000 n'avaient pas été truquées, notamment en Floride, et que donc Al Gore avait été élu président des États-Unis, la guerre d'Irak de 2003 n'aurait pas eu lieu, parce qu'Al Gore n'aurait pas eu la même réaction par rapport au 11 septembre que George Bush. Et outre la réaction inepte dont on paye encore le prix par ailleurs, puisque Mossoul, Daesh, c'est aussi un dérivé de la guerre d'Irak de 2003, mais en tous les cas, outre la réponse stupide et contre-productive de Bush, si les États-Unis sont moins puissants aujourd'hui que le 11 septembre 2001, une fois encore, l'autre raison n'est pas liée aux attentats, elle est liée à des évolutions structurelles que l'on qualifie d'émergence des autres pays, et donc c'est parce que les autres se sont développés que la place relative des États-Unis a un peu été modifiée, mais ce n'est pas directement lié aux attentats. Et si on prend l'ordre mondial, donc les rapports de force entre les différentes puissances, entre les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Union européenne ou les pays européens, le Brésil, la Russie, etc., eh bien, ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire que le 11 septembre n'a eu pas d'impact sur la structure profonde des relations internationales. Si 2001 est une année importante pour la Chine, c'est parce que c'est, outre le fait que c'est l'année où lui sont attribués les Jeux de Pékin, c'est surtout l'année où elle adhère à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Et donc c'est un continuum pour elle. Mais la place respective de toutes ces puissances n'a pas été impactée par le 11 septembre. Donc le 11 septembre n'est pas venu atteindre l'ordre mondial. Je ne dis pas que ce n'est pas un événement important, c'est un événement historique qu'il faut commenter, qu'il faut connaître, dont il faut connaître les causes, les conséquences, mais il ne nous a pas fait rentrer
d'un monde dans un autre. Parce que les révolutions stratégiques, les mutations de l'ordre mondial sont extrêmement rares, même si pour des raisons à la fois de commodité de commentaires, de paresse intellectuelle ou d'absence de cadre conceptuel, beaucoup de commentateurs ont tendance à trouver une révolution stratégique chaque année ou de façon régulière. Non, le monde à la fois change chaque jour, bien sûr. Le monde d'aujourd'hui, ne serait-ce que parce que la bataille de Mossoul a commencé, n'est pas tout à fait le même que celui d'hier. Et donc il change tous les jours, mais il change comme chacun d'entre nous changeons tous les jours, sans pour autant que nos destinées subissent une rupture totalement différente qui fasse qu'on n'est plus du tout le même qu'on était hier ou aujourd'hui. Donc le monde vit encore, non pas sur les bases du 11 septembre, mais il vit encore sur la redéfinition de ce qui a été la dernière rupture, la dernière grande rupture stratégique, la fin du monde bipolaire. Et cette fin du monde bipolaire qui est survenue non pas le 9 novembre 89, parce que si le mur de Berlin est tombé, c'est que l'ordre bipolaire était déjà largement effrité, entamé, parce qu'auparavant, quand les Allemands de l'Est se dirigeaient vers le mur du Berlin, ils ne le franchissaient pas, ils étaient abattus. Donc s'ils peuvent franchir le mur de Berlin le 9 novembre, c'est que le monde a déjà largement changé, pour diverses raisons, notamment parce que Gorbatchev s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus imposer par la force le système communiste et qu'il a intimé l'ordre à Erich Honecker de ne pas tirer sur la foule des manifestants en Allemagne de l'Est. Et là encore, on voit la chute du mur de Berlin et la photo symbole de la fin du monde bipolaire, mais un monde bipolaire ne s'effrite pas, ne s'effondre pas en une nuit. Et là encore, quand on dit que le monde a changé le 9 novembre 89, on confond le symbole et la réalité. La fin du monde bipolaire a été un processus qui s'est déroulé en plusieurs étapes, mais ce sont des étapes qui ne sont pas photographiables. Parce que on ne peut pas photographier, par exemple, on peut le faire, mais ça marque moins, le discours de Gorbatchev à l'ONU en septembre 87, lorsqu'il dénonce l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie de 68. Ou son arrivée au pouvoir, ou le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan. Ce sont bien sûr, si, il y a des photos des retraits des troupes soviétiques en Afghanistan, il y a des photos de Gorbatchev à l'ONU, il y a des photos de la signature de l'accord sur les forces nucléaires intermédiaires en décembre 87, mais tout ceci a moins d'impact que le mur de Berlin qui symbolisait le monde bipolaire, mais qui ne le représentait pas, puisque par ailleurs il a été édifié en 61 et que le monde bipolaire, lui, s'est bâti à la fin des années 40, là aussi sur plusieurs années. Les ordres mondiaux ne se détruisent ni ne se créent en claquement de mains, ce sont des processus. Et donc le problème des processus, c'est qu'ils sont moins facilement identifiables, qu'on peut moins facilement les montrer en une de journaux et moins facilement les montrer en ouverture des journaux télévisés. Mais c'est ça qui permet de comprendre réellement le monde, plus que des facilités. Et donc ce monde bipolaire s'est effondré à la fin des années 80 pour plusieurs raisons, et il n'a pas été remplacé par un ordre nouveau à ce moment-là. Lorsque le monde bipolaire existait, c'était extrêmement pratique, parce que les choses, à quelques exceptions près, dont la diplomatie gaulo-mitterrandienne, les choses étaient simples, binaires, voire manichéennes. Les choses sont souvent manichéennes. Mais en tous les cas, tous les conflits de l'époque, de la fin des années 40 à la fin des années 80, étaient reliés d'une façon ou d'une autre à Moscou et à Washington. Quel que soit le conflit, qu'il s'agisse du Proche-Orient, qu'il s'agisse de l'Afrique australe, avec l'apartheid en Afrique du Sud, ou les guerres coloniales en Angola, au Mozambique, ou les conflits de guérilla en Amérique centrale, dans chaque conflit, le Vietnam, etc., il n'y avait pas un seul conflit qui échappait à cette logique binaire où un protagoniste était lié à Washington et où l'autre venait trouver guichet à Moscou. Cet ordre bipolaire s'est donc effondré sur une période de plusieurs années à la fin des années 80 et il n'est pas remplacé parce qu'aujourd'hui le monde n'est ni multipolaire ni unipolaire. Il n'est pas multipolaire parce que, et là c'est un constat, je dirais, clinique, notarié, chirurgical, ce n'est ni une pétition de principe, ni une adhésion ou une répulsion, c'est un fait simplement, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent à la puissance américaine. Certains s'en réjouissent,
D'autres le déplorent, peu importe, c'est un fait acquis. Il n'y a pas aujourd'hui un pays qui puisse se mesurer aux États-Unis. Du temps de la guerre froide, il y en avait un. C'était l'Union soviétique, qui, du nombre d'armes nucléaires au nombre de médailles d'or aux Jeux olympiques, se mesurait jour après jour à la puissance américaine, aussi bien sur le hard power, le nombre de chars, de tanks, d'avions de combat, que de soft power, le Bolchoï contre Hollywood ou le Dynamo de Kiev contre les sprinters américains. Ce monde-là, il est révolu. Il est révolu parce que, bien sûr, l'URSS s'est effondrée et qu'il n'y a plus d'équivalent à la puissance américaine aujourd'hui. Si on prend les autres pôles de puissance, on peut parler des BRICS, mais les BRICS, c'est une catégorie, je dirais, un petit peu artificielle, créée par Goldman Sachs en 2001 pour rassurer les marchés, qui est devenue une réalité stratégique parce qu'il y a maintenant des sommets, mais qui est une réalité un petit peu curieuse puisqu'il n'y a pas grand-chose de commun, sauf une éventuelle opposition aux États-Unis entre le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Certains sont des puissances nucléaires, d'autres ne le sont pas. Certains sont membres permanents du Conseil de sécurité, d'autres aspirent à le devenir, et leurs relations sont plutôt compliquées. Si on prend ce que Nixon et Kissinger définissaient dès 1973, et qui finalement n'a pas tellement bougé, ce qui montre que les évolutions stratégiques sont lentes et non pas rapides. Nixon et Kissinger en 1973 définissaient 5 pôles de puissance. Les États-Unis, évidemment, l'Union soviétique, l'Europe, qui était encore la communauté économique européenne et non pas l'Union européenne, le Japon et la Chine. La Chine qui était encore un pays sous-développé économiquement, mais avec lequel Kissinger et Nixon avaient rétabli des relations spectaculaires, là aussi illustrées par la fameuse photo de Kissinger et ou de Nixon sur la grande muraille. Mais la Chine était encore une puissance, disons, marginale, périphérique, mais elle était démographiquement importante et elle était membre permanente du Conseil de sécurité. Si on regarde quelles sont les 5 grandes puissances qui ont voix au chapitre sur à peu près tous les dossiers aujourd'hui, c'est à peu près les mêmes. C'est à peu près les mêmes. C'est l'Union européenne si on la prend comme une entité, ce qui par ailleurs peut se discuter. C'est évidemment les États-Unis. Ce n'est plus l'URSS qui a disparu, mais la Russie a repris ce rôle. C'est la Chine qui, depuis 1973, a largement augmenté sa domination et sa puissance. Et c'est le Japon qui, lui, a été en retrait à partir des années 90, mais qui, à partir de la vitesse de croisière et de la taille économique qu'il avait acquise, reste encore un interlocuteur incontournable sur l'ensemble des affaires mondiales. Aucun des 4 autres n'a la puissance américaine. Donc le monde n'est pas multipolaire parce que ni le Japon, ni la Chine, ni l'Union européenne, ni la Russie ne peut dire « je suis l'équivalent des États-Unis ». Si on prend les 4 critères principaux classiques de la puissance, facteur stratégique, facteur économique, facteur technologique et facteur culturel, les États-Unis arrivent en tête dans chacune de ces 4 catégories. Et encore plus si on les additionne. Et une fois encore, quand je dis cela, je ne fais qu'un constat en vertu du réalisme qui doit primer lorsque l'on veut analyser les relations internationales. Regardez un peu aujourd'hui ce qui se passe aux États-Unis. Tout le monde suit les démêlés de Donald Trump et d'Hillary Clinton. Bien sûr, parce que Donald Trump est un personnage, disons, qui attire l'attention pour ne pas porter jugement de valeur, qu'Hillary Clinton aussi, mais c'était déjà le cas lorsqu'il y avait Barack Obama qui se présentait pour la première fois en 2008. En fait, les élections américaines, là, arrivent dans la dernière ligne droite. Il va y avoir cette nuit le dernier débat entre les 2 prétendants. Les élections ont lieu dans 3 semaines, le 8 novembre exactement, mais ça fait 1 an qu'on nous parle de savoir si c'est Hillary Clinton qui va être désignée candidate pour les démocrates et non pas Bernie Sanders, ou si Donald Trump, que tout le monde donnait perdant lorsque les primaires républicaines se sont ouvertes, y compris les spécialistes des États-Unis, qui le reconnaissent aujourd'hui, et qui a terrassé les uns après les autres tous les prétendants, trop nombreux certainement, pour pouvoir offrir une alternative crédible et bien marquée à Donald Trump. Donc ça fait 1 an que l'on vit au rythme des élections américaines. On vit au rythme des élections américaines aux États-Unis, ce qui me paraît logique, mais également ici en France. Et il va y avoir certainement
une nuit, on va retransmettre le débat, il va y avoir des commentaires dès la fin du débat, donc en pleine nuit, etc. Quand il va y avoir l'élection présidentielle française au mois de mai, il n'y aura pas une nuit électorale aux États-Unis pour retransmettre le débat de l'entre-deux tours entre les deux candidats qui resteront en lice. Et il en va de même pour tous les pays. Ce n'est pas parce que la France est particulièrement fascinée par les États-Unis, c'est la même chose en Allemagne, c'est la même chose au Royaume-Uni, c'est la même chose dans les pays africains, et c'est la même chose dans les pays où on ne vote pas. En Arabie Saoudite, on suit extrêmement attentivement le déroulé de l'élection parce que selon que ce soit Trump ou Hillary Clinton, il y a des conséquences. Il en va de même pour la Chine ou pour la Russie parce que l'enjeu de l'élection du ou de, la plus probablement de la présidente américaine, a des répercussions sur l'ensemble des autres pays. Parce qu'aujourd'hui, sur les 193 États membres de l'ONU, la relation bilatérale la plus importante que chacun a, elle est la relation avec Washington. Ce qui n'était pas le cas quand le monde était bipolaire. Parce que quand le monde était bipolaire, les Allemands de l'Est, les Tchécoslovaques, les Bulgares, la relation bilatérale la plus importante, c'était avec Moscou. Ce n'était pas avec Washington. Aujourd'hui, le fait que la relation la plus importante soit avec Washington est aussi vrai que l'on ait une relation d'alliance ou de rivalité, d'opposition. C'est aussi vrai pour la Russie que pour la Chine. La relation la plus importante pour Moscou, ce n'est pas la Chine. Et pour Pékin, ce n'est pas Moscou. Dans les deux cas, c'est Washington. C'est aussi vrai pour les Israéliens que d'un côté que pour les Palestiniens ou les Iraniens de l'autre, qui n'ont pas la même nature de la relation avec les États-Unis. Et c'est la même chose pour Pyongyang ou Séoul, qui, là encore, n'ont pas la même nature de relation avec Washington. Donc voilà un fait établi, c'est que dans tous les pays, que l'on vote ou non, la relation la plus importante, c'est celle qui est établie avec les États-Unis, et on suit l'élection américaine comme s'il s'agissait d'une élection nationale. Les Français suivent plus l'élection américaine qu'ils ne vont suivre l'élection allemande. Lorsque les Allemands vont voter en septembre de l'an prochain, on va commencer à en parler au sortir des vacances scolaires, début septembre, pas avant, alors que ça fait 1 an que l'on parle des élections américaines. Pourtant, l'Allemagne est notre partenaire politique, notre partenaire économique numéro 1. Et les élections françaises seront suivies en Allemagne, mais de façon nettement moins nette que les Allemands aujourd'hui suivent l'élection américaine. Donc c'est la même chose, il y a une dissymétrie. Dans la mesure où, bien sûr, si les relations bilatérales les plus importantes pour tous les pays du monde le sont avec Washington, Washington ne peut pas avoir 192 relations bilatérales les plus importantes. Donc il y a une dissymétrie dans les relations entre les uns et les autres qui fait que l'élection du président américain, ce n'est plus un fait national politique américain, c'est un fait stratégique mondial, c'est une élection mondiale au suffrage censitaire, dans la mesure où seuls les électeurs américains ont le droit de vote, mais cette élection concerne le monde entier. Pouvoir militaire ou stratégique, les États-Unis dépensent aujourd'hui 42-43% des dépenses militaires mondiales. Il y a 7-8 ans, ils dépensaient 50% des dépenses militaires mondiales. Jamais, dans l'histoire de l'humanité, un pays seul a réalisé à lui seul la moitié des dépenses militaires mondiales. C'est un fait unique. Les États-Unis n'aiment pas qu'on les qualifie d'empire, parce qu'ils pensent être uniquement l'empire de la liberté, mais c'est bien un empire, mais c'est ce qui change avec l'empire romain, l'empire mongol ou l'empire napoléonien, c'est que c'est un empire à l'heure de la globalisation. C'est le premier empire de l'âge global, alors que les autres empires étaient des empires régionaux. Donc les États-Unis ont la panoplie complète des armes nucléaires, ils ont une capacité de projection sans commune mesure, ils se plaignent de la montée en puissance de l'armée russe ou de l'armée chinoise, mais qui ne représentent que 20% du budget militaire américain. Donc les pleurnicheries du Pentagone sur la montée en puissance de l'armée russe ou de l'armée chinoise ne sont que des hypocrisies pour qu'on ne réduise pas de façon encore plus importante leur budget et de garder des dépenses qui, par ailleurs, sont relativement inutiles en termes de sécurité parce que, malgré ce type de dépenses absolument excentriques, les États-Unis ne se sentent pas pour autant en sécurité, malgré leur domination militaire. Et il suffit qu'il y ait une camionnette qui soit mal garée à Times Square pour que la panique gagne tous les services américains de la peur d'un attentat. Au niveau économique, les États-Unis ont encore le premier PIB mondial.
La Chine, l'an dernier, l'a rattrapé en parité pouvoir d'achat. J'espère que je ne vais pas contredire vos profs d'économie, mais ce n'est pas une vraie comparaison. La vraie comparaison, c'est le PIB en tant que tel. Ce n'est pas en parité pouvoir d'achat dans la mesure où ça ne regarde que des dépenses internes. Donc si on parle de PIB par habitant en termes réels ou de PIB global, la Chine est encore dans le rétroviseur des États-Unis. Elle gagne du terrain, elle rattrape son retard, c'est évident, mais elle n'a pas encore dépassé les États-Unis. Et d'ailleurs, quand bien même le ferait-elle d'ici 1 ou 2 générations, cela semble être acquis, eh bien, ça ne voudra pas dire que la Chine prendrait la première place dans le monde, puisque les États-Unis ont eu le premier PIB mondial environ au début du XXe siècle. Ils sont devenus la première puissance stratégique mondiale seulement au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. L'Union européenne, alors c'est moins vrai d'ailleurs depuis que nous sommes encore 28 pour quelques mois. Disons qu'aujourd'hui, si on fusionnait les PIB des 28 pays membres de l'Union européenne, on dépasserait les États-Unis, sauf que l'Union européenne n'est pas un État. C'est un objet politique particulier, mais qui n'est pas un État et qui n'agit pas comme un État. Donc, en termes économiques, les États-Unis ont encore de l'avance. Et bien sûr, ils l'ont également en termes technologiques. Ce qu'on appelle le GAFA, les grandes entreprises des nouvelles technologies de l'information et de la communication, sont américaines. Amazon, Google sont des sociétés qui tentent de dicter leurs lois. L'Union européenne essaye de résister, notamment en matière fiscale. C'est un combat un peu rude, mais en tous les cas, les grands symboles de la technologie sont des symboles made in USA. Et quand on veut lancer un programme spécifique, on dit qu'on va créer une Silicon Valley à la française ou à la lozérienne, tout ce que vous voulez, ce qui montre bien que le modèle, l'étalon maître, il est là-bas, il est concentré aux États-Unis. Et que de Microsoft à Steve Jobs, les créateurs sont incarnés par des Américains, qu'il s'agisse d'hommes ou qu'il s'agisse de firmes. Et enfin, puissance culturelle, si on aborde ce qu'un universitaire américain, Joe Nye, avait qualifié de soft power. Joe Nye avait développé ce concept de soft power au début des années 90, au moment où le grand débat était sur le déclin américain. Bizarrement, d'ailleurs, avant la chute de l'Union soviétique, le débat était sur le déclin américain parce que des universitaires, Paul Kennedy entre autres, avaient déterminé que les États-Unis, au cours de la guerre froide, avaient empilé des obligations stratégiques trop importantes pour pouvoir y faire face au fil du temps. Et de même que dans l'histoire stratégique mondiale, les Pays-Bas, l'Espagne, la France, l'Angleterre avaient été les premières puissances mondiales, puis avaient dû céder cette place de première puissance mondiale, et à chaque fois pour la même cause, pour une cause de surextension impériale, d'overstretch stratégique, eh bien, les États-Unis allaient en faire de même. Et c'est vrai qu'au début, à la fin des années 80, l'industrie automobile américaine était concurrencée par les Japonais, l'informatique également. Les États-Unis étaient en difficulté. La crise cardiaque qui va terrasser finalement l'Union soviétique va permettre aux Américains de guérir de leur mal à long terme et de recouvrer la santé, faute d'un adversaire à leur taille. Et lorsque donc il y avait ce débat sur le déclin américain, Joe Nye a conceptualisé le soft power en disant peut-être qu'en hard power, en termes économiques, en termes stratégiques, les États-Unis ne dominent plus le monde comme auparavant, mais le soft power, la puissance douce, elle reste encore américaine. La puissance douce, c'est pas le pouvoir de contraindre, c'est le pouvoir d'influencer, le pouvoir de persuader, le pouvoir de dire à votre interlocuteur que son intérêt est commun avec le vôtre. Si vous maintenez une domination par la contrainte, vous êtes forcé de le faire en permanence, d'établir un rapport de force et de en permanence alimenter ce rapport de force. Si vous arrivez à contraindre, à persuader les autres pays que leur intérêt est de faire comme vous, parce qu'ils sont comme vous, eh bien, c'est beaucoup plus reposant, finalement, que d'imposer une discipline de fer qui vous oblige à vous user dans un rapport de force permanent. Et Joe Nye montre que si le hard power, la puissance dure, la volonté, la capacité d'imposer sa volonté par la force est moindre
que dans la période post-Seconde Guerre mondiale, la capacité d'influencer les autres aux États-Unis reste toujours exacte et devient de plus en plus forte. Parce que finalement, ceux qui manifestent mort aux États-Unis le font généralement chaussés de Nike, et lorsqu'ils rentrent chez eux, ils regardent des séries américaines à la télévision. S'ils sont parents, ils rêvent d'envoyer leurs enfants à une université américaine. La fille de Xi Jinping a été dans une université américaine. Les enfants de Michel et Barack Obama n'iront pas étudier en Chine. Et donc, cela crée une très grande différence. Parce que, en plus, ça rapporte de l'argent. Le système universitaire américain, les universités américaines attirent environ entre le quart et le tiers d'étudiants en dehors de leur sol natal. Ce qui en fait à la fois une source de revenus, parce qu'ils dépensent sur place, tous n'ont pas des bourses, ils payent des frais d'inscription très élevés, mais surtout quand ils reviennent avec une influence américaine. Parce qu'ayant passé plusieurs années aux États-Unis, lorsqu'ils reviennent chez eux, ils sont influencés par le mode de vie américain, par les conceptions américaines, par le façonnage psychologique et culturel américain. De même que Hollywood est une façon d'influencer la marche du monde parce que vous n'avez pas l'impression, lorsque vous allez au cinéma voir un blockbuster américain, que vous subissez une propagande, et ce n'est pas une propagande ce n'est pas le Pentagone ni la Maison-Blanche qui téléphone à Hollywood pour dire il faudrait raconter ça dans vos films parce que ça va augmenter la puissance américaine. Mais quand il y a 2 ans, Barack Obama s'est rendu à DreamWorks dans une de ses visites routinières, il a carrément dit que DreamWorks était un facteur stratégique d'influence américaine. Parce que ce que vous voyez dans les films américains vient au fur et à mesure influencer ce que vous percevez de la société. Après 2003, la plupart des blockbusters américains mettaient dans les scénarios le rôle du bad guy, le méchant, le traître, le lâche, celui sur lequel on ne pouvait pas compter, celui qui déguerpissait au moindre danger dans la rue, c'était un Français. Si vous regardez Le Retour de Zorro, Jimi English, Taken, Rush Hour 3, le salopard, le lâche, l'idiot, ceci étant plutôt cumulatif qu'alternatif, était le Français. Pourquoi? C'était le prix à payer du refus de la France militant de la guerre d'Irak de 2003, où Condi Rice avait dit qu'il fallait oublier l'Allemagne, pardonner la Russie et punir la France. Alors ce n'est pas Condi Rice qui a téléphoné à DreamWorks ou à Disney Studios pour dire « faites des films où les Français sont des connards », disons des méchants, mais c'est les scénaristes d'Hollywood qui le pensaient et qui ont mis ça dans leurs films et qui ont du coup influencé à l'échelle mondiale des tas de personnes. Donc Hollywood, ça ne fabrique pas que du grève, ça fabrique également de l'influence. Lorsque dans la série 24 heures, on justifie le recours à la torture pour obtenir un renseignement pour éviter un attentat, eh ben, il y a plein de gens qui disent « Ah ben oui, c'est vrai, finalement, la torture, c'est pas bien, mais si ça peut empêcher un attentat, finalement, Jack Bauer, il a raison, ben, on va un peu augmenter la pression ou surdoser l'électricité pour éviter un attentat. » Ça paraît de bon sens, sauf que c'est tout, sauf de bon sens, bien sûr. Mais donc, on voit que là, il n'y a pas de concurrence. Quand on prend les autres pôles de puissance, on voit qu'ils ont tous des défauts ou des lacunes qui les empêchent de rivaliser avec les États-Unis. La Russie s'est certes complètement reconstruite sous Poutine. Poutine déplaît fortement en Occident, mais c'est pour ça qu'il est populaire chez lui. C'est que les Russes, Poutine a un taux de popularité en Russie qui est à peu près le taux d'impopularité de Hollande en France. Et pourquoi il est populaire en Russie? C'est parce qu'il est impopulaire chez nous. Nous, dans le monde occidental, aux États-Unis et en France particulièrement, Poutine, c'est le dictateur, c'est le type brutal, etc. Pour les Russes, c'est pas du tout ça. Pour les Russes, c'est l'homme qui, a reconstruit l'économie russe désorganisée, complètement dilapidée, atomisée, façon Pulse, sous les années Yeltsin. Yeltsin, lui, était très populaire dans le monde occidental parce qu'il était très obéissant aux Occidentaux.
Mais donc, il a quand même fait passer le PIB de la Russie de moitié moins en 9 ans, ce qui est un exploit, et la production agricole a chuté de 40%, ce que même la politique de découlakisation de Staline n'avait pas réussi à faire. Et donc ça, les Russes l'ont en mémoire. Et par ailleurs, pendant toute la décennie 90, de l'élargissement de l'OTAN à la guerre du Kosovo, à la mise en place d'un système de défense antimissile censé contrer une menace iranienne inexistante en réalité, mais censé en fait faire cesser la parité stratégique avec les Russes, ça a été qu'une suite de déceptions, d'humiliations stratégiques pour la Russie. Aujourd'hui, la Russie, elle est de nouveau respectée dans les enceintes internationales. Elle est même crainte, elle est redoutée. Ce que font les Russes à Alep est tout simplement un crime de guerre. C'est un crime de guerre, tout simplement. Il n'y a pas des bons bombardements de populations civiles. C'est pas mal quand c'est Gaza et bien quand c'est Alep. Tout bombardement de populations civiles est un crime de guerre. À l'inverse, il faudrait dire à certains que ce n'est pas bien quand c'est Gaza et mal quand c'est Alep. Il faudrait normalement que les critères universels soient appliqués de façon tout aussi universelle et non pas à géométrie variable comme le font certains. Mais en tous les cas, la Russie se fait entendre et il n'y aura pas de solution de la crise syrienne sans les Russes, alors que pendant quelque temps, les Occidentaux ont eu l'illusion de pouvoir le faire. Et donc, non seulement le consommateur russe est satisfait parce qu'il est de nouveau, il y a une classe moyenne qui s'est développée, la mendicité a été chassée, mais par la réalité, des rues de Moscou, et puis donc les patriotes russes sont de nouveau fiers parce que le pays est de nouveau respecté dans les enceintes internationales ou sur la scène mondiale, tout simplement. Mais, malgré tout, la Russie ne sera plus jamais ce qu'était l'Union soviétique. Il n'y aura jamais de parité stratégique entre Moscou et Washington, parce que la Russie a perdu l'Ukraine, qu'elle a perdu l'Asie centrale, qu'elle a perdu beaucoup de population, et que, par ailleurs, son soft power est plutôt limité. Mais en tous les cas, du fait même de la dissolution de l'Union soviétique, le poids de la Russie peut être supérieur au poids qu'il était sous Boris Yeltsin. Il ne sera jamais plus ce qu'il était du temps de l'Union soviétique. L'Union européenne, elle, a tous les atouts de la puissance, sauf la volonté. Elle a tous les atouts de la puissance parce que son PIB, une fois encore, et petite parenthèse, le Brexit n'est en rien une catastrophe pour l'Union européenne, c'est une bénédiction. Il faut remercier David Cameron d'avoir été aussi stupide, de faire un référendum sans réaliser un instant que les électeurs pouvaient répondre à d'autres questions. Mais au moins, ils ont quitté l'Union européenne, ils vont quitter l'Union européenne, et loin d'affaiblir l'Union européenne, ça va alléger l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est plutôt un lest que l'on avait dans le ballon dont on se débarrasse, parce que les Britanniques n'ont jamais été moteurs, ils ont toujours été freins dans l'Union européenne, ils ont toujours regardé du côté des États-Unis et jamais du côté de l'Europe, et en plus, la double peine pour le Royaume-Uni, qui est en fait le Royaume désuni aujourd'hui, c'est que les Écossais pensent de nouveau à un référendum d'indépendance, et que par ailleurs, pour les États-Unis, eh bien, le fidèle laquais britannique n'est pas très intéressant s'il n'a pas de poids en Europe. Et donc le fait que les Britanniques soient toujours d'accord avec les Américains est intéressant si les Britanniques exercent une influence au sein de l'Union européenne. Ça n'a un intérêt nettement moindre si cela n'a aucun effet sur l'Union européenne. Donc c'est un Royaume-Uni dévalué qui risque en plus de s'amputer d'une partie de lui-même si les Écossais mettent leur menace à exécution, qui a quitté l'Union européenne, qui peut-être marcher d'un pas plus leste, maintenant qu'elle n'est plus lestée, justement, par le Royaume-Uni. Ceci étant, ce qui a toujours empêché les Européens d'avancer, l'économie, même s'il y a une stagnation, elle est l'équivalent de celle des États-Unis, l'Union européenne, c'est quand même 6% de la population mondiale, 22% du PIB mondial et 50% des dépenses sociales mondiales. Voilà pourquoi les Européens craignent de perdre ce qu'ils ont, et voilà pourquoi ceux qui ne sont pas européens veulent venir en Europe, qu'il s'agisse des États candidats ou qu'il s'agisse des individus qui fuient la guerre ou la misère. Vu en dehors, c'est le paradoxe européen, il y a une fatigue de l'Europe pour les citoyens des pays membres de l'Union européenne, il y a une attractivité de l'Europe pour ceux qui sont en dehors de l'Union européenne, et ces trois chiffres, 6, 22, 50, expliquent pourquoi.
La peur de perdre quelque chose pour les uns, l'espoir d'y parvenir pour les autres. Mais l'Union européenne n'est pas un acteur global, c'est un payeur, ce n'est pas un player. Souvent, l'Union européenne est prise pour un guichet auquel on s'adresse pour avoir une aide économique. Mais l'Union européenne, parce qu'elle est encore marquée par l'héritage de la guerre froide, est encore divisée. Il n'y a pas une vision stratégique commune entre les pays de l'Est qui sont toujours orientés par la peur de Moscou, les pays baltes, la Pologne, et la France et l'Allemagne qui n'ont pas peur de Moscou, qui peuvent avoir des désaccords stratégiques avec la Russie, mais qui ne font pas de la Russie une obsession comme certains pays qui ont été dominés par l'Union soviétique et, dans des temps encore ultérieurs, par l'Empire russe. Donc il n'y a pas d'unité européenne. Lorsqu'il y a un vote sur la Palestine, faut-il faire rentrer ou non la Palestine à l'ONU? Il y a 3 positions européennes. Oui, non, abstention. S'il y avait eu un 4e choix, on peut penser qu'il y aurait eu 4 positions européennes. Donc on voit qu'il n'y a pas de conception stratégique parce que le poids de l'histoire, les divergences n'ont pas été résolues par cela et que dès qu'il s'agit du Proche-Orient, l'Allemagne s'interdit toute action autonome et toute référence qui puisse déplaire à Israël. Donc l'Europe, technologiquement, elle se porte bien. Elle a pas tout à fait les grands mastodontes américains, mais elle en a d'autres, Arianespace, Airbus, le TGV, etc. Et puis même sur les technologies de la communication et de l'information, elle n'est pas si en retard que ça des États-Unis, mais il n'y a pas une volonté commune d'agir, une conception globale du monde qui est identique. La Chine rattrape économiquement. La Chine a fait sortir 700 millions de personnes du seuil de pauvreté au cours des 30 dernières années. Jamais dans l'histoire il y a eu une telle croissance dans un pays. Le Japon a fait à peu près la même chose entre 1950, le début de la guerre de Corée, et 80, mais ce n'était que le Japon, sans vouloir offenser quiconque, alors que la Chine, c'est l'équivalent de 6 ou 7 Japons. Donc le fait que la Chine se soit éveillée change bien sûr complètement la dimension mondiale. Mais si la Chine peut-être attrapera un jour les États-Unis, elle n'a pas encore, comme les États-Unis, le soft power. Une fois encore, la Chine développe les instituts Confucius un peu partout dans le monde. Il y a effectivement une façon un peu habile de faire venir les gens par la culture, par la cuisine, mais bon, les films chinois, quand un film chinois fonctionne, c'est l'exception. Ce n'est pas la règle de films qui marque tout le monde. Il n'y a pas de séries chinoises vers lesquelles la moitié des spectateurs se précipitent en semaine. Et les universités chinoises ne débordent pas de demandes. Il y a quelques personnes qui vont en stratégie de niche, mais ce n'est pas un mouvement massif comparable au mouvement américain. Donc la Chine est encore loin derrière. Et puis en termes stratégiques, une fois encore, contrairement aux jérémiades hypocrites du Pentagone, la Chine a un porte-avions, les Américains en ont 13 à propulsion nucléaire. Il y a, le rapport de force nucléaire va de 1 à 10, donc il n'y a pas l'équivalent. La Chine commence à avoir une marine de haute mer, mais elle n'a pas la maîtrise de l'ensemble des mers, comme les États-Unis, et elle n'est pas à la tête d'une alliance mondiale, comme le sont encore les États-Unis. Quant au Japon, eh bien le Japon, du fait d'un sentiment, les Japonais estiment qu'ils ne sont pas coupables de la Seconde Guerre mondiale, ils estiment qu'ils en sont les victimes. Parce que Hiroshima et Nagasaki est passé par là, et que pour les Japonais, il est évident que jamais les Américains n'auraient utilisé l'arme nucléaire sur un peuple blanc. Ils oublient de voir que lorsque l'arme nucléaire, le premier essai de l'arme atomique date du 16 juillet 1945, et donc la guerre en Europe était finie depuis 2 mois, 1 semaine, mais il est vrai qu'il y avait une volonté de se venger de Pearl Harbor de la part des Américains. Il est vrai que les citoyens américains d'origine japonaise ont été, pendant la Seconde Guerre mondiale, enfermés dans des camps, ce qui n'était pas le cas des Américains d'origine italienne ou allemande. Donc il est vrai qu'il y avait un racisme anti-japonais de la part des Américains. Toujours est-il que l'arme nucléaire a surtout et avant tout été utilisée pour accélérer la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais les Japonais estiment qu'ils sont victimes de ce fait de la Seconde Guerre mondiale, occultant l'ensemble de leurs crimes, qui sont nombreux, du sac de Nankin, où entre 100 et 300 000 femmes et enfants ont été passés au fil de l'épée, rien que l'expression est un euphémisme, aux comfort women, aux femmes de confort coréennes, 200 000 jeunes coréennes
contrainte à la prostitution pour le confort des militaires japonais, mais que les Japonais présentent comme des volontaires venant exercer le plus vieux métier du monde, là où la clientèle se nichait, eh bien, il y a effectivement un passé qui ne passe pas entre le Japon et ses voisins, et il n'y a pas une réconciliation historique entre le Japon et ses voisins, comme entre la France et l'Allemagne. Parce que Willy Brandt s'est agenouillé devant le monument du ghetto de Varsovie, et que le Premier ministre japonais se rend devant un temple japonais où sont enfermés les âmes des morts, des militaires morts, y compris les criminels de guerre. Imaginons que Madame Merkel aille dans un cimetière où Goebbels fut enterré, cela susciterait quelques récriminations du côté français et du côté russe. Donc les Japonais ne sont pas réconciliés, et du coup, ayant toujours des relations compliquées, non seulement avec la Chine, bien sûr, qui est communiste, mais également avec la Corée du Sud, qui a le même système économique et politique que le Japon, eh bien, ils sont toujours en difficulté stratégique, ils ont toujours besoin de la protection stratégique américaine, et ils n'ont pas l'autonomie stratégique. Aujourd'hui, la France et l'Allemagne ne craignent plus d'être envahis. Ils ne craignent plus d'être en guerre contre un pays qui porterait atteinte à ses intérêts. Il y a la menace terroriste, mais c'est tout. Alors que le Japon craint la Russie. La Seconde Guerre mondiale n'est officiellement toujours pas terminée du fait du contentieux territorial qui porte sur les îles Kuriles, conquises par le Japon en 1905, reconquises par l'URSS en 1945 et dont le Japon continue de réclamer la restitution, et que la Corée du Sud, du fait de ses comfortwoman, en veut toujours, l'opinion en veut toujours aux Japonais, et que la Corée du Nord, équipée d'armes nucléaires et de missiles à portée japonaise, en veut également, et les Japonais se disent la Corée du Nord c'est un danger, mais s'il y avait réunification coréenne, ça serait encore pire, parce que le meilleur ciment, qu'est-ce qu'ont en commun aujourd'hui nord et sud-coréens? C'est simplement la détestation du Japon, et donc c'est sur une base anti-nippone que se ferait la réunification. Donc quand vous voyez ce panorama, et le Brésil et l'Inde, qui sont les pays montants, sont encore loin derrière en termes de puissance, les problèmes actuels du Brésil n'aidant d'ailleurs pas à ce rattrapage. Donc quand on regarde l'état des puissances, on voit que le monde n'est pas multipolaire, dans la mesure où il n'y a pas d'équivalent à la puissance américaine. Mais la grande erreur des Américains, dont on paye encore le prix aujourd'hui, et donc quelque part les morts de janvier 2015 ou du 13 novembre ou du 14 juillet sont quelque part la résultante et la conséquence. C'est que les Américains ont cru à ce monde unipolaire. S'ils n'avaient pas cru au monde unipolaire, puisque comme ils ont été façonnés par le sentiment d'une menace soviétique pendant 4 décennies, de 47, 46, discours de Churchill sur le rideau de fer en mars 46, coup de Prague, disons création de l'Alliance Atlantique en 49, bref, de la fin des années 40 jusqu'à la fin des années 80, la stratégie américaine était influencée par le containment, par le fait de répondre à la menace stratégique soviétique qui pouvait porter atteinte à la sécurité du territoire américain. Et donc quand l'URSS disparaît, eh bien les Américains ont ce raisonnement simpliste, qui peut paraître de bonne loi mais qui ne l'est pas du tout. Le monde était bipolaire, l'une des deux puissances qui assurait cet ordre mondial à deux disparaît, le monde devient donc unipolaire. C'est quelque chose qui, même moi qui a toujours été nul en maths, je peux faire comme calcul mental. Sauf que ce n'a pas été le cas et que le monde n'est pas, et n'est pas devenu, n'a pas été, ne sera pas, n'est pas unipolaire. Si le monde était unipolaire, Barack Obama ne barguignerait pas comme il le fait pour intervenir en Syrie. Parce que dans un monde qui est unipolaire, il y a quelque chose qui vous déplaît, vous intervenez, vous envoyez les troupes aéroportées qui détruisent, font revenir l'ordre, etc. Lorsque Barack Obama définit la ligne rouge par rapport à Bachar el-Assad, l'usage d'armes chimiques, que Bachar les utilise au cours de l'été 2013 et que Barack Obama dit je vais consulter le Congrès pour savoir ce qui se passe, c'est une façon de botter en touche et de ne pas avoir l'intervention militaire, c'est qu'il intègre le fait que le monde n'est pas unipolaire. Et d'ailleurs, il a raison de l'intégrer. Barack Obama est d'une capacité intellectuelle supérieure à son prédécesseur, ce qui n'est pas difficile, mais à la plupart des hommes politiques américains, ce qui n'est pas toujours compliqué non plus. Lui a compris que le monde n'est pas unipolaire, mais il ne peut pas le dire à la population américaine, parce que la population américaine n'est pas prête à accepter cela. Barack Obama a dit dans un discours que sans les États-Unis, aucun des grands problèmes mondiaux ne pouvait être résolu, mais que les États-Unis ne pouvaient pas résoudre seuls les grands problèmes mondiaux. Donc il admet cela. Mais dans ces différents débats, il ne peut pas dire que le monde
n'est plus unipolaire parce que cette affirmation-là, s'il l'avait dit, y compris dans la campagne de 2012, il aurait perdu l'élection. Les Américains ne sont pas prêts à entendre ça. Pour eux, il y a toujours une destinée manifeste des États-Unis, il y a toujours un pays qui a des valeurs supérieures, un pouvoir, et pour eux, l'objectif des États-Unis est encore de façonner le monde. Alors Trump se distingue un peu, parce qu'il pense que les États-Unis sont supérieurs, mais qu'ils ont trop payé pour les autres, et qu'il faut qu'ils se consacrent à eux-mêmes, mais il pense aussi que les États-Unis sont supérieurs aux autres et qu'ils ont des valeurs supérieures. Donc Barack Obama, s'il savait que le monde était unipolaire, une fois que les lignes rouges sont franchies, eh bien, il fait la sanction annoncée. Il intervient militairement, il ne le fait pas. Si le monde était unipolaire, on n'aurait pas négocié à partir de 2003, avec des périodes de rupture, des périodes d'accélération, des périodes de stop and go, on n'aurait pas négocié pendant 12 ans avec l'Iran pour que l'Iran mette fin à la nature militaire de son programme nucléaire. Parce que dans un monde unipolaire, le grand chef américain dit « vous cessez cela immédiatement », sinon ça va chauffer, et le pays à qui on intime cet ordre n'a d'autre moyen que d'obéir parce que le monde est unipolaire. Dans un monde unipolaire, on obéit à la seule puissance mondiale. Lorsqu'il y avait un empire romain, ceux qui étaient sous l'empire romain obéissaient. Et lorsque Napoléon avait un empire régional, eh bien les pays qui étaient dominés par Napoléon obéissaient. Et donc là, il n'y a pas ce monde unipolaire. Et si on prend l'exemple d'Israël, mais c'est vrai que la nature de la relation entre Israël et les États-Unis est tout à fait spécifique. Mais on voit bien que dans la relation bilatérale entre Tel Aviv et Washington, la partie dominante est Tel Aviv, ce n'est pas Washington. Lorsqu'il y a un désaccord sur la poursuite des colonies en territoire palestinien, ce n'est pas Netanyahou qui cède, c'est bel et bien Barack Obama. Il est vrai qu'il y a une spécificité tout à fait particulière des relations israélo-américaines qui viennent rendre exception. Mais si on voit, si par exemple le monde était unipolaire, les Chinois augmenteraient le cours de leur monnaie parce que c'est une demande américaine qui est faite, mais qui ne les intéresse pas et donc ils ne le cèdent pas, etc., etc. Et si le monde était unipolaire, jamais la Crimée ne serait devenue russe parce que les Américains disent que cette annexion est inadmissible. Bon, ils peuvent ne pas l'admettre, mais dans les faits, la Crimée, elle est russe, elle ne reviendra jamais à l'Ukraine. Donc c'est bel et bien une politique du fait accompli qui montre que le monde n'est pas unipolaire. Le monde n'est ni unipolaire ni multipolaire parce que dans cette phase de recomposition, si aucun pays n'a pour le moment l'équivalent de la puissance américaine, un pays seul ne peut pas diriger le monde. Un pays seul dans un monde globalisé où les acteurs sont multiples, nombreux, diversifiés, émiettés, un seul pays ne peut pas diriger le monde, quelle que soit sa puissance. Dans un monde globalisé, eh bien, les décisions doivent être prises en commun, sinon on va à l'échec. Et les États-Unis ont fait l'erreur de croire dans un monde unipolaire. Ils ont également fait l'erreur de confondre la communauté internationale et la communauté occidentale. On entend souvent parler de communauté internationale, mais dans cette partie du monde, elle est souvent confondue avec la communauté occidentale. Ce n'est pas la même chose. Quand on dit, par exemple, que la communauté occidentale condamne ce que fait la Russie en Ukraine, c'est faux. Parce que, au même moment, en 2014, lorsqu'il y a cette condamnation au nom, soi-disant, de la communauté internationale, Poutine va à Fortaleza en juillet 2014 et il est reçu par Dilma Rousseff, qui est encore présidente du Brésil, et il y voit le Premier ministre indien, le président chinois et le président sud-africain, et il est considéré comme un père. Donc, il y a une confusion entre la communauté internationale et la communauté occidentale. Pourquoi ? Parce que les Américains, sûrs de leur triomphe, et pourquoi on n'a pas d'ordre mondial ? C'est que l'un des moments clés du tournant de la fin du monde bipolaire, plus que le mur de Berlin, c'est quand, en novembre 1990, Gorbatchev accepte de voter au Conseil de sécurité des Nations Unies l'utilisation de la force contre l'Irak qui a envahi et annexé le Koweït. Jusqu'ici, jamais un pays qui avait un allié ne l'abandonnait au Conseil de sécurité. L'Irak est l'allié de l'URSS, mais Gorbatchev veut bâtir un nouvel ordre mondial, basé sur la sécurité collective, basé sur la paix. Donc, il dit, tout ce que j'ai fait jusqu'ici, réunification allemande, retrait d'Afghanistan, désarmement nucléaire, ne va pas être gâché par Saddam Hussein, qui, pour des raisons qui lui sont propres, a envahi le Koweït. Donc, OK, les Américains demandent des sanctions sur l'Irak, on va montrer que notre bonne foi, qu'on est rentré dans un monde nouveau. Et grâce au vote de Gorbatchev, grâce au vote positif de l'Union soviétique de l'époque,
pour la première fois, le Conseil de sécurité a joué son rôle de moteur de la sécurité collective, parce qu'un pays contrevenant au droit international a été puni. Et vous voyez bien la différence de traitement et de conséquences entre la guerre du Golfe de 90, qui n'a pas eu d'effet négatif, et celle de 2003, qui n'a été qu'une suite de dérives catastrophiques après. Et le problème, c'est qu'une fois qu'il a fait ça, Gorbatchev vient au G7 demander l'aide, une aide économique d'urgence aux membres du G7 en juillet 91. Kohl et Mitterrand sont d'accord pour lui donner. Thatcher l'aurait fait, mais elle a été remplacée par le FAD John Major. Et les États-Unis ne veulent pas lui accorder à Gorbatchev parce qu'ils se disent, si Gorbatchev s'en va, tant mieux, il n'y aura plus de communisme. Yeltsin va venir après, on aura gagné la guerre froide. Et à ce moment-là, Gorbatchev leur dit, eh bien, puisque vous ne m'accordez pas cette aide, c'est la dernière fois que vous me voyez comme président de l'URSS. Et sa prédiction allait se révéler exacte, puisque peu après, il y avait une tentative de coup d'État de la part des forces de sécurité en août, lorsqu'il était assigné à résidence à Sotchi, et que ça allait être le démantèlement de l'URSS, qui était le moment du triomphe pour les États-Unis. Mais à ce moment-là, les Américains ont plutôt choisi d'être le vainqueur de la guerre froide que les bâtisseurs d'un ordre mondial nouveau, qui était, Gorbatchev voulait régénérer le communisme, voulait une Union soviétique avec un socialisme à visage humain, un peu en mémoire de ce qui s'était passé en 1968 dans la Tchécoslovaquie, alors que les Américains ont préféré un démantèlement du communisme. Tant mieux, dans les années 90, la Russie était très faible. Puis après, il y a eu Poutine qui est arrivé. Et Poutine a fait entendre ses intérêts, et Poutine a fait entendre des intérêts qui étaient tout à fait contraires. Et aujourd'hui, il n'y a pas une guerre idéologique, il n'y a pas une troisième guerre mondiale, parce que la Russie n'est pas à la tête d'une alliance mondiale, comme du temps de la guerre froide. Mais elle fait entendre ses intérêts, et comme il n'y a pas d'accord sur les questions de sécurité collective, eh bien, il y a la guerre en Syrie, il y a la guerre en Libye, il y a les événements en Irak, etc., faute de cela. Parce que ce que n'ont pas vu les Américains à l'époque, alors qu'ils triomphaient, fiers de leur triomphe d'avoir fait mettre genou à terre, voire d'avoir terrassé l'adversaire soviétique. Au moment même où ils croyaient rentrer dans un monde unipolaire façonné par leurs mains et à leurs intérêts, ils n'ont pas vu l'autre évolution stratégique majeure qui est encore plus importante que la fin du monde bipolaire, puisque cette évolution stratégique majeure ne vient pas, elle, mettre fin à 40 ans d'histoire, mais à 5 siècles. C'est que c'est la fin du monopole de la puissance du monde occidental. Pendant 5 siècles, les Occidentaux, depuis 1492, depuis ce qu'on appelle les grandes découvertes, ce qui est une immense hypocrisie. Les grandes découvertes, c'est un euphémisme pour dire les grands massacres, on n'a rien découvert. Les pays dans lesquels sont allés Magellan, Vasco de Gama et Christophe Colomb existaient déjà. Ils n'ont pas inventé, ils n'ont pas découvert. Bon. Et après, ils les ont mis sous coupe réglée, etc. Pendant 5 siècles, à partir de la fin du XVe siècle, l'Europe a dominé le monde. Lorsqu'elle a précipité sa perte par 2 guerres mondiales, les États-Unis ont pris le relais. Et donc, on était habitué à être les arbitres des élégances, à dire aux autres ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, et à dominer le monde. Effectivement, au début du XXe siècle, s'il y a des gens qui se révoltent dans un pays arabe, on envoie les troupes, on coupe quelques têtes, on les dispose au milieu du village, ça calme tout le monde. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible, non pas parce que les Occidentaux ont diminué, c'est que les autres ont émergé. On ne peut plus aujourd'hui dicter à la Chine, au Brésil, la Chine vivait sous le régime des concessions au XIXe siècle. Il ne serait plus possible aujourd'hui de faire une guerre de l'opium pour imposer à la Chine d'acheter l'opium occidental afin de payer la note des différentes matières premières que les Occidentaux lui achètent. Et donc, les Américains, aveuglés par leur croyance dans leur destin supérieur aux autres, aveuglés par le fait que beaucoup d'entre eux croient qu'ils sont le peuple élu, aveuglés par leur système politique tout à fait inepte qui fait qu'ils sont en campagne électorale permanente puisque les congressistes sont élus tous les 2 ans, que les campagnes demandent de l'argent et qu'on obéit plutôt au lobby et que la moitié des congressistes américains n'ont pas de passeport parce qu'ils ne voient pas l'intérêt d'aller à l'étranger malgré le poids des Américains dans le monde. Et donc ils n'ont pas vu que le Brésil, que la Russie, que l'Inde s'étaient relevés. Et que ce n'est pas les BRICS. Il y a 70 pays qui ont émergé dans le monde et qui ont mis fin à ce monopole de la puissance occidentale. Non pas que les Occidentaux ne soient plus puissants ou riches, ils sont toujours puissants et riches, ils sont toujours les plus puissants et les plus riches. Mais ils n'en ont plus le monopole. Et donc ils ne peuvent plus diriger le monde comme ils en ont pris l'habitude pendant 5 siècles. Et tant qu'ils ne réaliseront pas que cette habitude
C'est pas qu'elle est bonne ou pas bonne, c'est pas qu'elle est morale ou immorale, c'est que ça ne fonctionne pas, tout simplement. C'est que si on veut prendre une décision, il faut la prendre collectivement. Comme on a su le faire en décembre l'an dernier à Paris, au Bourget plus exactement, pour la COP 21, où des pays aussi différents que l'Inde, qui utilise beaucoup de charbon, que la France qui importe de l'énergie, les États-Unis qui ont maintenant une sorte de mixte autosuffisant, que l'Arabie saoudite qui vit d'exportation d'hydrocarbures. Tous ces pays et des pays non développés, tous ces pays sont mis d'accord parce qu'il y a une négociation multilatérale. Ce n'est ni la France, ni la Chine, ni les États-Unis qui ont imposé aux autres. On a trouvé un accord, à minima peut-être, mais un accord quand même, un accord contraignant en tous les cas, qui convient à tout le monde. Et donc tant que les États-Unis pensent que le monde est unipolaire, et tant que la plupart des citoyens américains pensent que le monde est unipolaire, ils vont dans une impasse dans laquelle, malheureusement, ils nous entraînent aussi. Ce n'est même pas une impasse, c'est plutôt une impasse, on fait du surplace, au moins plutôt un trou dans lequel ils nous enfoncent régulièrement, parce que c'est ça aussi la grande évolution stratégique qui arrive au même moment où, une fois encore, les Occidentaux pensent que ils ont open bar parce que leur seul adversaire a disparu. Eh bien, ce sont des dizaines de pays qui ont accès à la puissance, qui ont accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a 700 millions de téléphones portables en Chine. Il y avait en Afrique autant de téléphones fixes que dans la seule presqu'île de Manhattan en 90. Il y a aujourd'hui 600 millions de téléphones portables en Afrique. Donc le rapport n'est pas le même. Et ça, malheureusement, tant qu'il n'y aura pas une analyse réaliste de la situation, eh bien, on sera devant une absence d'ordre mondial, parce que l'ordre, il ne peut être que bâti sur des réalités, et non pas sur des présupposés ou des illusions d'un monde unipolaire qui n'existe pas. Un mot, en fait, parce qu'il y a pire, on combat toujours la réelle politique, mais là, je citerai mon ami Hubert Védrine, il y a pire que la réelle politique, c'est l'irréelle politique. La politique menée sur des principes irréels, et le monde unipolaire est certainement l'un des plus dangereux de ces principes. Je vous remercie.